parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications connues et bien sûr le site de base gillesparent.com où vous avez toute l'information, où vous avez l'ensemble des podcasts, donc les balados qui ont été faits depuis 5 ans. On va commencer prochainement la 6e année. Alors vous pouvez faire des recherches par le nom. Il y a même un onglet pour nous écrire si vous voulez proposer des choses, poser des questions. Il n'y a aucun problème. Mon invité aujourd'hui est tout un personnage. Il est connu et reconnu depuis des dizaines d'années. Depuis plus de 50 ans, il est à la tête du célèbre restaurant Michelangelo. Il est aujourd'hui certainement l'Italien le plus célèbre en ville. Salut Nicolas. Buongiorno a tutti, amici di Gilles. Ah, que j'aime ça, un peu d'Italie. Tu sais que j'ai maintenant dans la famille... Oui, vous avez un fils marié avec une Sicilienne. Oui. Chanceux. Oui, il est protégé. Je sais pas, mais ça va bien jusqu'ici, probablement. Oui. Comment vas-tu, toi? Parle-moi de toi un peu. Moi, je vais très bien. La santé est bonne et je suis heureux. Bon, c'est juste ça. Mais tu travailles encore? Oui. Le mot retraite, toi, j'ai pas vu ça, là. Disons, la retraite, c'est pas avant la mort. Alors, je préfère rester à travailler. Ce que je veux faire aussi avec toi, c'est, en fait, les gens te connaissent, ton nom est connu, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où tu as commencé. Pourquoi tu t'es ramassé au Québec? Tout ça, on va tout regarder ça. Je vais te poser plein de questions. L'histoire est un peu longue. Non, mais c'est pas, on a un podcast, là, c'est comme au baseball. Hein? Tu connais le baseball, il n'y a pas de timer. Si ça dure 1h30, ça dure 1h30, si ça dure 20 minutes. Non, mais je vais vous expliquer. T'arrives comment ici? Qu'est-ce qui se passe? En 1966, j'étais étudiant à Rome. OK. Tu viens de là, ce que tu as vécu? Moi, je viens de Rome. OK, tu es un Romain. Rome et dans l'entourage de Rome. Je comprends. Mes études, je les faisais à Rome. OK, en comptabilité. Et en 66, j'ai conduit le mari de ma cousine, qui avait un restaurant italien ici sur la rue de la Couronne. OK. Qui venait en Italie pour faire des placements, etc. Et j'ai fait son chauffeur pendant une semaine. Ici, au Québec? Non, chauffeur à Rome. À Rome, OK, t'es à Rome. Parce que... Je suis à Rome en 66. OK, parfait. Chauffeur de mon ami et cousin à cause de ma cousine. C'est-tu comme une job d'étudiant, une job d'été, ça? Non, je faisais ça. Pourquoi? C'était ta job au départ? Non, c'était pas ma job. Moi, j'allais à l'école, je connaissais Rome et j'étais un bon chauffeur. Parfait. Alors, je chauffais les camions l'été et puis l'hiver, lui, il est arrivé en vacances en Italie. Il m'a demandé de le conduire dans ses déplacements à Via del Lavatoio. Chauffeur privé? Non, ami. C'est comme ça. Il voulait aller à Fontana di Trevi, en arrière, Via del Lavatoio, il voulait acheter des bâtisses à Piazza di Spagna. Et moi, je connaissais Rome comme je connais. J'ai vécu là. Oui. Et pendant 15 jours, le soir, je faisais son chauffeur. Et puis, il m'a amené dans des grands restaurants, il me faisait vivre, tu sais, j'avais pas le moyen d'aller où il allait lui. Et puis, Alberto, il part. Quand il part en 66, je m'attendais un petit cadeau, tu sais, j'étais un étudiant. Quand même. Quand même, tu sais. Ouais. Et puis, malheureusement, il n'y a pas pensé. En 68, il arrive, retourne en Italie avec ma cousine, ses 2 enfants, ses 2 filles. Mm-hmm. Et moi, je me suis pas approché de lui, tu sais. Et là, il a demandé à la famille où est-ce qu'il est, Nicolas. Ouais. Ben, Nicolas, il est sous les camions, je sais pas, là. Il me rencontre. Il dit, je vais t'amener au Québec. Et moi, je devais partir à faire l'armée le mois d'octobre. OK. Ça, c'était en 68, c'est ça? Oui, 68, 2 ans plus tard. Et c'était à ce moment-là que j'ai dit oui. Au Québec, on va... Je connaissais peu, j'imagine. Je connaissais rien. Rien. Canada, oui, un peu? Non, il y avait quelque chose. Ah? Moi, je sortais avec une fille, qui aujourd'hui est ma femme, qui, elle, est partie le mois d'août à Toronto, Canada. Quand même. J'ai dit, écoute, ça me donne une chance peut-être d'aller voir elle. de voir elle. Alors, j'ai dit oui. Ça prend un passeport. Ah, mon Dieu. Mais là, le passeport, si je me fais faire le certificat de naissance dans l'hôtel de ville, il l'a mené au Carabinieri, oubliez ça, je peux pas faire un passeport. Pourquoi je dois partir à l'armée le mois d'octobre? OK, ils vont dire, hey, toi, tu t'en vas en avant, je comprends. Mais les connaissances, j'en avais déjà. J'étais assez réveillé. Des contacts? Une vie de contact, c'est important. Et puis, j'ai trouvé le préfet de Frosinone, il me fait le passeport.
Il me donne le passeport. En échange contre 2 bons blocs de pâtes, là. Non, mais je faisais pas de la restauration. Je connaissais pas la restauration, pas d'autres. OK. L'amitié seulement. Quand même, OK. J'allais à l'école avec son fils, et puis j'avais dit que je devais aller à Londres, je sais pas, j'avais raconté un petit peu de ma vie. Oui. J'ai le passeport. Je vais voir Alberto. Je dis, Alberto, j'ai le passeport. Mais je dis, il faut pas que tu annonces à ma famille que je viens avec toi, là. Comme mon père, il veut pas. Bon. Tu sais, mon père, c'était quand même un industriel. A dit, OK, on part le 3 septembre. OK. J'ai dit, tu te occupes des billets. Alors, j'ai parti avec lui. On a fait Rome, Londres, Montréal, Québec. On est arrivé le soir et on a pris Boulevard Laurier en 68. Boulevard Laurier, il y avait pas grand-chose, Il n'y hein? avait rien. Il n'y avait pas OK. de centre d'achat encore. OK. Pas de lumière. Moi, j'étais perdu. Et on est arrivé à les appartements Laurier à côté du Concorde. OK. J'ai resté 3 jours là avec eux. Puis après ça, ils m'ont installé à l'hôtel Pigeon sur la côte de la fabrique. C'est possible? Côte d'Abraham. Côte d'Abraham. Et j'ai travaillé à l'Italia comme commis de vestiaire. Premier pas, quelque part, qui se rapproche d'un restaurant. Tranquillement. Ça. OK. Mais j'étais commis de vestiaire le soir de 7h30 jusqu'à 3h le matin. Puis le jour, j'allais à l'école à Cégep, Limoilou, pour apprendre la langue un peu et pour essayer d'adapter mes études au Québec. Parce que le français, c'était pas grand-chose, toi, quand t'arrives ici. Nous, en Italie, dans les cours qu'on a, on a 5 ans de français et 5 ans d'anglais. Okay. Entre l'étudier et puis le parler, il y a le jour et la nuit. Oui. Okay? Tu pouvais lire un peu plus facilement que parler. C'est sûr. Et puis, une chose, je n'étais pas un immigrant, moi j'étais un touriste. OK. Mais en théorie, tu venais ici combien de temps? Mais j'avais un billet de retour, je pense 6 mois. OK. OK. Et je commence à travailler, je rembourse mon billet d'avion à mon cousin. Puis après ça, quand j'ai remboursé, je suis allé travailler à un autre restaurant. Mais à un certain moment donné, être illégal, ils m'ont pogné. Ils m'ont mené sur la gare Champlain. Il y avait M. Champagne, le père de lui et puis Pierre Champagne, qui s'en occupait des immigrants. OK. Il était gentil avec moi. Là. Il essayait de faire les choses. Après ça, j'ai appelé des amis à Montréal. L'amitié, c'est très important dans la vie. C'est la plus chose qui existe. J'ai dit, regarde, j'ai des situations, je ne veux plus retourner en Italie. Pourquoi? Si je retourne en Italie, je dois faire de la prison. Pourquoi? Je suis déserteur de l'armée. Oh, OK. C'est une bonne raison. Bien compliqué. Oui, je comprends. À choisir, t'as bien mieux resté ici. Oui, c'est une histoire longue. Mais mon ami a dit, je vais trouver l'avocat. Et il me présente Harry Blanc. C'était un député du Parti libéral qui était avocat, qui faisait de l'immigration. Et avec lui, il m'a amené à Québec. Quand c'était le temps, il m'a amené à Montréal. Mais il s'est arrivé à Montréal, c'était un vendredi. Sur le Dorchester, le sœur de l'immigration, puis il dit, écoute, ça prend quelqu'un qui signe, sinon on te retourne en Italie demain matin. Alors j'ai appelé une de mes amies encore, il est venu tout de suite, et il a signé, je suis sorti, et puis après ça, il a passé une loi, et j'ai devenu immigrant en 75. Entre-temps, j'avais déjà marié ma femme. OK, tu as gardé contact. Quand tu es arrivé ici, une des premières choses que tu as dû faire, c'est de l'appeler en Ontario. Je l'ai appelé, mais après ça, je l'ai perdu un peu de vue. Ben, tu sais, Québec est Québec. Mais non, mais elle, peut-être qu'elle t'a perdu de vue aussi un petit peu. Oui, un petit peu. Il devait se marier le mois de septembre et est parti avec moi le mois de mai, alors, tu sais. C'est une belle histoire. C'est la vie, non? Mais vous êtes encore ensemble? Oui, 53 ans. Quand même. OK. Et puis... Et ça continue, puis je deviens migrant, puis je commence à travailler un peu au restaurant Monseigneur, l'ambassadeur, des grands restaurants. Et c'est la passion. Ça, c'est le Vieux-Québec, là, dans le fond, l'ambassadeur. Même pas? Monseigneur, c'était sur le Stanislas. Et l'ambassadeur, c'est chemin Sainte-Foy, les grands restaurants qui étaient beaux, magnifiques. Et j'étais garçon de table, et je faisais bien je sortais j'avais un défaut, jouer aux cartes à ce moment-là, tu sais. Et on a eu des défauts dans notre vie. Oui, OK, Dave. Si tu avais dit juste un, j'aurais dit c'était bon, parce qu'on a eu quelques défauts, je comprends. T'aimais les cartes, tu comprends. J'aimais les cartes et d'autres choses, OK. Mais quand je me suis marié, le fils est arrivé, les choses ont changé pour moi. Et j'ai toujours travaillé, mais avec passion. C'est qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui aux jeunes, OK? Je n'ai jamais couru après l'argent. J'ai toujours laissé l'argent qui me rejoint.
Et c'était mon succès jusqu'à aujourd'hui. Dans le fond, tu voulais bien faire avant de faire de l'argent. Tu voulais faire des bonnes choses, être bon. C'est ça. Être bon avant que je demande de l'argent. L'argent, il s'en vient tout seul quand tu es capable de travailler. Et alors, c'est évident, ça a commencé là. Oui, OK. Dis-moi, quand tu regardes ça avec du recul, je suis pas en train de faire ton homélie pour ta mort, là, mais on a plus de fait que moins. Est-ce que tu es surpris d'avoir autant duré dans un monde où c'est pas évident? 50 ans de restauration quand même, là. 51. Il y a beaucoup de gens... Oui, 51, mais oui, chaque année compte. Mais tu sais qu'il y a des gens qui, après 3 ans, ça pète, après 8 ans. C'est assez rare, tu es d'accord? C'était ma passion. C'était un métier que je connaissais pas. Je l'ai appris ici au Québec. Mais j'étais tellement passionné et tellement répondu par les gens qui me fréquentent qu'encore aujourd'hui, j'ai besoin de cet amour. Moi, je serve la 4e génération aujourd'hui. OK? Tu as connu les parents des grands-parents. J'ai connu les grands-parents et les fils. Aujourd'hui, je peux te parler de... Les petits-enfants, là. J'ai connu ton père, ton grand-père. C'est drôle, hein? C'est ça, là. Quand tu parles de ça, c'est comme une adrénaline qui arrive dans ton corps. Puis dis, écoute, je ne peux pas disparaître. OK? Et j'ai toujours continué à aimer ce que j'ai fait. OK? C'est une passion. Et puis, l'importance, c'est l'amour qu'on donne aux clients, puis les clients te leur donnent. Dans le fond, si le Michelangelo a si bien traversé les années, c'est probablement à cause de cette recette-là spéciale. La proximité avec les clients, la nourriture, évidemment, ça compte. Là. Oui. Mais tu sais, je me suis toujours renouvelé. J'ai toujours été un gars que j'allais chercher la différence. Mais ça doit être dur, ça, Nicolas. Explique-moi ça. Se renouveler? Renouveler. Sans laisser de côté ce que le monde aime? Non. Okay. Il faut présenter aux gens qu'est-ce que tu aimes d'abord et lui présenter, voir s'il l'accepte. Il y a des recettes qui vont l'accepter, des recettes qui ne vont pas l'accepter. Tu vois, mais il faut y amener toujours de nouveautés. Je ne regardais jamais autour de moi. Jamais. Les autres restos ou ailleurs, non, tes affaires. Lui, il fait ça. Chacune avait sa spécialité, il faut les respecter, et c'est ça que je fais. Moi, je ne copie jamais. Si quelqu'un nous fait un bouillabaisse, supposition, moi, je ne veux pas faire un bouillabaisse. Je fais une autre assiette qui a des fruits de mer, mais sont différents. Ouais. Et c'était toujours ma politique. Faire ce que moi, j'avais dans la tête. Parler avec mon cuisinier et créer toujours des plats que les autres, ils n'ont pas. Et est-ce qu'on peut ajouter des plats que tu aurais aimé comme client manger? Que je le mange encore. Non, mais c'est important. Oui. J'ai une assiette que j'ai inventée pour une madame du temps, là, madame Simard de Canadien Tire de la rue de la... Simard, Canadien Tire, je connais ça. Oui. Raymond Simard, de la Canadière. OK? Il parlait anglais un petit peu, elle. Nicolas, I love you, me too, OK? I love the ville scarpolina parmigiana. Il a aussi marsala. Il aimait tous mes escalopes de veau. Ça t'a donné une idée? Oui. Et la spéciale veau du Michelangelo, il y a quatre veaux différentes. La parmigiana, le saltimbocca, le veau aux champignons et la brusse. OK? C'est 4 types d'escalopes avec des pâtes au milieu. Ça fait combien de temps, ça? 20-25 ans? Non, ça fait 51 ans. Arrête! Depuis le début? Depuis le 73. Ça marche encore? C'est l'assiette la plus vendue au Michelangelo. Wow! Donc, se renouveler, c'est pas toujours tout changer. Non! C'est de présenter autre chose. Présenter autre chose et garder du passé, c'est très important. Le repeat, c'est important. Là, je comprends. Est-ce que tu penses des fois que tu aurais pu faire autre chose que de la restauration ou c'est... Tu sais, parce que t'as touché... Non, mais t'as bamboché un peu, chauffeur, un peu... Oui, mais... Des fois, on est surpris, on se dit, hey, là, qu'est-ce que tu aurais fait? Mettons ton fils. Rocco te demande, papa, si t'avais pas fait de restauration, t'aurais fait quoi? Qu'est-ce que tu y répondrais? Tout le monde, il me voyait travailler pour Bell Canada. Pourquoi? Pourquoi j'avais des cousines à Montréal qui travaillaient pour Bell Canada. Ils ont fait leur vie, puis ils voulaient, avec les études que j'avais, ils dit tu peux travailler chez Bell Canada. Moi, je ne me voyais pas assis dans un bureau. Je bouge encore aujourd'hui. Imagine-toi pas à mon âge. Imagine-toi pas quand j'avais 24, 25 ans. J'étais une bombe. Le premier, je dis il y a 2 Michelangelo, il y en a juste un, mais il y a eu deux bâtisses. Ouais. Celle qu'on connaît maintenant sur Chemin Saint-Louis. Mais moi, je me rappelle de la première bâtisse. Est-ce que ça a été le premier restaurant que tu as... En fait, c'est le seul que tu as lancé. J'ai lancé le Michelangelo le 20 décembre 73. T'es né en 48, avec quel âge à ce moment-là? 25 ans.
À 25 ans? Bon. Quand tu lances, puis il y a un projet qui s'en vient, on le sait parce que l'histoire nous le raconte, il va y avoir un restaurant après. Donc, à ce moment-là, je présume, tu étais au coin où est l'Hôtel Québec, là? L'hôtel où ils sont en train de faire le tunnel pour... Oui, c'est ça, pour les autobus. Les là. autobus. Au bout de Laurier, là. C'est ça, en arrière du Quality Inn, c'était. OK. Mais tu étais locataire au départ? J'étais locataire d'Irving. OK. C'était Chini qui a administré ça, là. OK. C'est un peu compliqué. Combien de temps? 4-5 ans? J'ai resté là 20 ans. 20 ans? Mon Dieu! Je suis dans le champ complètement. Je pensais que ça avait duré 5 ans. 73, 80, fin 92. OK. Et est-ce que dès le départ, quand tu es locataire, toi, Nicolas Cortinas, tu dis un jour, je vais avoir mon restaurant, il va être à moi? Non, je pensais pas ça. OK, c'était pas ça. Moi, je pensais à travailler puis à réussir à... Tu sais, quand j'ai ouvert... c'est pas une bière pour les gens qui ont entendu un bruit. Non, c'est de l'eau. OK, je comprends. En 73, quand j'ai ouvert, j'étais associé avec un ami à moi qui avait beaucoup plus d'expérience dans la restauration. Il s'appelait Umberto Calmanti, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais avec lui, j'ai appris beaucoup. Pourquoi lui avait beaucoup d'expérience. Lui, après ça, il a quitté. Et le 73, si vous regardez, il y a eu un mois de décembre, un mois très difficile. Et puis la bâtisse où j'ai resté, il y avait chauffage à l'eau. Et tout est gelé, tout est tombé. Okay. On a fermé. Oh, OK. Et puis la compagnie chimique avec Orenz Robert, M. Paul Croteau, ils sont venus me voir. Ce sont tous des gens qui sont plus là, mais qui ont été... Ils me faisaient confiance. OK, ils ont été importants dans OK, ils m'ont dit... veux-tu continuer? Ben, j'ai dit, je vais faire mon possible. Et au mois d'avril, j'ai rouvert, toute seule. Et puis, j'ai parti de là. Puis, en 92, ben, je voulais pas... Je m'étais préparé. En 88, j'avais acheté le terrain de ce que je suis. OK. Et j'ai demandé à Irving, à ce moment-là, M. Robert, M. Croteau étaient plus là. C'est avec les avocats. J'ai demandé, regarde, moi je vais renouveler le contrat pour 15 ans encore. Et faites-moi un contrat, je vais rester, puis je vais investir aussi 1 million et quelques pour le remettre à mon goût. Okay. La bâtisse, pas à moi. Il m'a envoyé le contrat. J'ai pas pris des avocats. Hein. C'est quand même. T'as appris que ça coûtait 2-3 piastres? Non, je regarde, mais il y avait 3 articles que je n'acceptais pas. J'ai dit, maître, j'ai dit, ces articles-là, il faut qu'ils tombent. Si ça tombe pas, je ne renouvelle pas le contrat. Ça n'a pas tombé, mais je ne savais pas que moi, j'avais un terrain. OK, toi, tu avais un plan B. Plan B. Tu n'aurais jamais fait ça sans plan B. Mais c'était correct? J'ai construit le restaurant. C'est un point tournant, ça aussi. Oui. Mais dis-moi, le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est un petit peu... Bon, il est évidemment mis à jour, mais c'est un restaurant qui était quand même grandiloquent. Il est impressionnant, là. Est-ce que c'était... Comment c'est arrivé? C'est une bulle au cerveau? Non, une partie de carte que tu as perdue? Non, mais quand j'ai vu que ça... J'ai acheté le terrain... Mais ça allait bien, le restaurant allait bien. D'où ce que j'étais, ça allait très bien. J'avais pas de dette, puis je faisais de l'argent, là, tu sais. Ouais. Oh oui. J'avais acheté le terrain, là. J'ai travaillé avec le ministère des Transports, avec la Ville de Québec, avec un privé. Ça avait 3 lots de terrain que j'ai remis ensemble. Ça m'a coûté 80 000 pièces de plus pour qu'il y avait la chicane de Mme Boucher avec le sous-ministre des Transports pour le boire de Plessis, d'histoire que vous allez voir. C'est évident que je vivais ça dans l'intérieur. Oui. Et j'ai promis à la Mme Boucher que je respectais sa parole. C'est toujours ce que je fais. Et j'ai réussi à payer ça 480 000 $ le terrain. D'accord qu'aujourd'hui... Hein? Mais aujourd'hui, on comprend que c'est autre chose. OK. Donc, ton projet, là, parce que j'allais dire un château, mais c'est un restaurant hors norme. Oui, je pense que j'étais jeune. J'avais 40 quelques années. Un peu fou. J'avais 45 ans. Je pensais qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. OK? Avec Giovanni Moore, que c'était un designer avec des idées. Il est mort, puis je m'ennuie de lui. Pourquoi? Le restaurant était pensé dans le meilleur détail de tous. On a fait les prix 2 950 000, le budget. OK. J'ai dit, on emprunte juste 1 million. J'avais mon argent. OK. Ça coûtait 546 740. Et tu sais à scène près. En quelle année, ça? En 92, ouvert le 13 janvier 93. J'ai encore toutes les factures. Les factures dans le classé. Toutes dans le classé, pourquoi? Je ne l'oublierai jamais. Là, j'ai eu des moments difficiles. Oh! Des moments très difficiles. Je devais 400 000 pièces de taxes à la ville. Je devais
OK. J'étais mal pris. OK. Mais les conseils de 2 amis et quelques amis, j'ai passé à travers. Tout le monde disait que c'était une bâtisse blanche qui aurait fondu avec la neige. Ça, c'était en 93. Il n'a pas fondu, il est encore là. Mais par moments, ceux qui ne savent pas l'histoire et comment tu en es sorti, d'abord, moi, je ne savais pas que tu avais eu des moments si difficiles. Là. Oui, 4 ans. OK, 4 ans de temps. Puis, est-ce que, outre les dettes, là, je comprends que les dettes, c'est un problème, donc, et le montant de l'investissement, mais le restaurant continuait à marcher à ce moment. Oui. Heureusement. Oui. Heureusement toujours. que tu avais des rentrées d'argent. Non, il rentrait l'argent. Mais tu en avais 3 à sortir. Tu sais, je veux dire, j'étais toujours étouffé un petit peu, là, tu sais. Est-ce que, à rebours, quand tu repenses à ça, c'était quand même une bonne idée ou c'était un peu trop fou? Tu aurais pu faire moins gros et réussir pareil? Oui. Moi, j'ai pas de regrets. Ah, ça, c'est important. C'est pas de regrets. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on reconstruira jamais plus. Aujourd'hui, ça coûterait quoi? 15 millions? Mais même que ça coûte, ce n'est pas viable. OK, c'est On ça. n'est pas à New York, on n'est pas à Las Vegas, on est à Québec. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour ceux qui sont jamais allés? Là? Oui, il y a le restaurant, mais il y a plus que ça. Il y a un restaurant, il y a une salle à manger qui a 140 places, OK. divisée en 2, avec un genre de bistrot au milieu pour les jeunes, et puis pour les hommes d'affaires, le côté alcool. Près du bar, c'est ça. Tu l'as vécu, oui, toi, bien, quand oui. tu as commencé à sortir avant de te marier, OK? Compte pas ma vie. Non, mais on est allé. Avec mon chum Alain Crête, Albert Ladouceur, dans le temps des Nordiques, là, on va en parler un peu tantôt. OK. C'était... et puis après ça, j'ai 4 salons privés qui sont très... Assez grands, quand même? Et de 8, 12, 14 et 20. OK? Après ça, j'ai une salle de réception pour 100 personnes. En plus, là. En plus. Le sous-sol, il y a la cave à vin et je fais des banquets jusqu'à 20 personnes pour manger dans la cave à vin. Oh, ça doit être populaire, ça. On disait que tu avais une des plus belles caves à vin au Canada. C'est sûr, c'est vrai. C'est encore vrai? Ben oui, je suis maniaque. T'en bois-tu un peu? Dans la maison, oui. Okay. J'ai une belle collection à la maison. Pourquoi? Tu sais qu'au Michelangelo, tu ne peux pas toucher, c'est contrôlé par la SAC. Alors, non, je comprends. Qu'est-ce que j'ai à la maison, c'est à la maison. Tu sais. Je comprends. Mais j'ai une très belle collection de vins. Et d'ailleurs, je fais du coq au vin, comme disait Jean Perron, mais je fais du coq à l'âne. La cave à vin, oui, mais je pense que l'amour du vin, t'es pas le seul Italien là, à le faire, mais ça t'a amené. Aujourd'hui, on passe à la période actuelle. Tu t'es installé en Italie en ce sens. Oui, disons que comment je suis fils de commerçant de vin. OK? À la base, c'est ça. À la base, j'ai vécu dans la fabrication de vin, la cueillette de vin. J'étais enfant, en 6 ans, vois-tu, mon doigt, je le laissais dans une pompe qui pompait le vin, là, tu sais. J'étais toujours avec une luminée de tout. J'étais le dernier de la famille. Le chouchou de papa. Puis on te permettait tout. Vas-y, Nicolas. Je me promenais partout, dans le magasin, parmi les pompes, parmi les camions. J'ai toujours vécu dans ça, moi. OK? Et dernièrement, mon père est décédé, ils ont fait diviser. J'ai laissé mes 2 sœurs et mes frères de faire les partitions de qu'est-ce qu'ils me donnaient. Moi, je dis, vous êtes occupés de papa et de maman. Je dis, je me mêle pas de l'héritage. Donnez-moi qu'est-ce que vous voulez. Ils m'ont donné la vieille maison d'où je suis né, OK, en 1948, qui était bâtie par Nicolas Cortina, qui c'était mon grand-père. Ils m'ont donné 2 autres morceaux de terrain que je donnais en fin de compte à mon frère. Pourquoi il n'avait besoin? Je n'avais pas besoin. À un certain moment donné, l'idée m'est venue de retourner à la source. La maison. La maison paternelle, il y avait 3 frères, Rocco, Domenico et Sebastiano. Domenico a acheté Sebastiano et moi j'ai acheté Domenico, la succession de Domenico. Je me suis retrouvé avec cette vieille maison-là et avec un grand terrain. J'ai dit, je fais quoi ça? Il n'était pas planté, il n'y avait pas de vigne, rien, zéro. Il y avait 0, c'était abandonné, là. Complètement, je comprends. Abandonné. Je dis que je suis fou. Tu le réalises, hein? Je fais faire un plan par un ami ici à Québec, Carlo Pierolo, et puis ma fille regarde ça, dit, on garde le mur de l'extérieur de la maison et on construit une nouvelle maison, style de la première maison. 3 chambres à haut,
OK? En respectant un peu ce que c'était, je comprends. Mais moderne. Moderne. Les autres, il y avait l'escalier à l'extérieur avec l'air, non, tout à l'intérieur. Je comprends. Une très belle maison. Il est sorti avec deux terrasses. Superbe. Mais avant de construire la maison, je voyais le terrain. J'appelle une de mes amies qui me vend du vin depuis 35 ans. J'ai dit, Jean-Nicolas, j'ai dit, donne-moi un coup de main. Elle a dit, attends, je m'en occupe. Alors, il a envoyé... Il voulait avoir le potentiel, dans le fond. Mais lui, quand même, il fait du vin. Il m'envoie du vin. Depuis 35 ans, il me vend du vin. OK? Il arrive, il a planté, il a cassé le terrain, il a tout préparé le terrain, il a tout escadré le cadrin, puis il a planté les raisins. Et j'ai fait ma première récolte cette année, le mois d'août. OK? Ça prend combien de temps, une couple d'années? 3 ans. 3 ans. C'est la 3e année, mais c'est pas 100%. Je comprends. OK? Mais c'était du bon raisin, blanc et rouge. Et j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai construit la maison. Et là, tout est complété. À côté de moi, il y avait une maison qui... J'ai amené du monde délabré à côté. OK. J'ai dit à une de mes amies, fais une offre. Ils ont accepté l'offre. Et là, maintenant, je suis un autre projet. J'ai planté 80 plantes d'olives. OK? Et puis, j'ai fait 2 appartements pour touristes. C'est là-dedans, là, c'est ça. Oui. Mais ça te garde, dans le fond, tu es un gars fort, regarde. Ce matin, je parlais à l'architecte, puis tout le kit, j'ai les plans, les changements, puis c'est le fun. OK, je te pose la question, bien simple, Nicolas. Es-tu un homme d'affaires, un entrepreneur ou un restaurateur? Je suis... D'abord, comment tu te sens d'abord? Je me sens un homme avec des filles, OK? OK. Entrepreneur, donc? Non, je ne suis pas un entrepreneur parce que je calcule pas. Tu sais, les entrepreneurs, ils calculent les revenus, les choses. Non, mais des projets, entrepreneur, c'est toujours des gens qui ont des projets, qui ont des idées. C'est un peu ça aussi, mais oui, tu l'es comme ça. Oui, je suis comme ça. Moi, à la ligne du bas, là, j'ai dit, mon banquier en Italie m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu investis l'argent ici? C'est pas rentable. J'ai répondu, mon cœur est heureux. Ce qui est drôle, c'est que faut jamais oublier que tu as étudié en administration. Oui, je sais compter. Finalement, tu sais compter. Oui. Malgré tout, là, parce que tu as eu des projets qui ont été un peu extravagants, là, mais tu sais compter pareil. Oui. Donc, on ne pourra pas t'en passer une. Ça. Non, c'est sûr. OK. Je veux qu'on prenne 2 secondes pour parler de tes enfants puis de métier parce que toi, tu dis qu'à 6 ans, tu te promenais à travers les vignes tout ça. Donc, tu as vécu dans une famille où on faisait du vin. Mais tes enfants, finalement, ont tous touché un peu à la restauration. Ben, mes enfants, ils ont tous un peu même chose que toi, là, dans le vin. Mes petits-enfants, ils sont là au restaurant. J'ai une petite fille de 2 ans, tu la vois en arrière de le bar, ils touchent tout. Je la laisse faire. Les petits-enfants, oui, ils viennent faire un tour. Mes petits-enfants, j'étais un peu plus sévère. Les petits-enfants, ils ont le droit. OK? J'ai Neva, qui a aujourd'hui 20 ans. OK? Elle, il travaille avec moi. OK. Puis ma fille dit que je suis dur avec elle. Et ma petite fille dit, non, Nono est gentil. Pourquoi? C'est pas la même chose. Pas la même génération. Mais c'est tellement fun de voir ces petits-enfants touchés à qu'est-ce que tu as bâti. Oui, hein? Ah oui. C'est une fierté? Ah, mon Dieu. Mais je pense que, je sais pas, quand tu vas voir les tiennes ici, là, tu le laisses faire. Ah oui, on est gaga un peu. Oui, c'est sûr. Mais je veux qu'on parle un peu de la restauration. Tu as donc 3 enfants au départ, 2 filles et un gars. Puis ils ont tous touché un peu à la restauration? Monia, ils ont tous touché. Ils ont travaillé un peu avec moi, puis etc. Il y en a qui ont moins aimé, plus aimé. Non, ils sont rentrés, ils sont sortis, puis ils sont partis de leur compte. Monia, elle avait un traiteur avec une de ses amis. Ils s'amusaient avec ça. Mais ça a bien marché. Moi, je les ai engagés à l'époque. Oui. Et puis après ça, il y a eu Rocco qui n'écoutait pas mes conseils. On se chicanait tout le temps. Puis il est parti son matos. Il est parti ou tu l'as mis dehors? Non, je l'ai mis dehors. Et puis après ça, il a commencé à travailler un peu au graffiti, au Portofino, etc. Okay. Puis les jours qu'il a ouvert le matos, il est venu me rencontrer avec son projet. Et puis moi, il avait besoin de partir. J'ai dit, tu as dit à ta mère que tu faisais beaucoup d'argent. Où est-ce qu'il y a l'argent? Elle dit, je n'ai pas. Alors son associé a dit, c'est moi qui vais te la prêter. Je regarde, je n'ai pas dit un mot. Je suis allé voir ma femme, je dis, vas-y porter l'argent. Comme ça, il ouvre son restaurant. Il a ouvert son matos. Et puis après ça, il a fait son succès. Mais parce que vous êtes accroché quelquefois sur 1000 raisons, là, est-ce qu'il y a eu une période où vous êtes moins vu? Oui, pendant 1 an et demi, 2 ans. As-tu trouvé ça dur? Tough. Et lui, est-ce qu'il t'a dit qu'il a trouvé ça dur aussi? Il ne me l'a jamais déclaré,
Mais tu l'as senti. Je l'ai senti, mais là, aujourd'hui, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est ça. J'imagine que d'abord, tu as une fierté, là. Il y a oui, une belle entreprise. Son très nouveau qui vient d'ouvrir sur Miran, là. C'est quelque chose. Où est-ce que c'est beau? Mais il a fait un beau building aussi, là. Tu sais, c'est lui qui est propriétaire des apparts en haut? Au complet. Au complet, lui, c'est l'unique. Il n'y a pas de personne comme associé. Mais il y a son beau-père qui l'a aidé dans la construction, là, qui est vraiment gentil. Non, il va bien, là. Seulement qu'il manque de temps. Pourquoi? Je l'appelais hier soir. Oui. Je dis, Rocco, là. Il dit, j'ai mangé avec toi dimanche. Je dis, ça fait 2 semaines. Tu sais, j'ai dit, je t'ai pas vu, je t'ai pas attendu, là, je m'ennuie. Elle dit, papa, c'est tough, toi, le restaurant. Je sais. Ben, ouais. Vous savez de quoi vous parlez. C'est beaucoup, beaucoup. Est-ce que par moment, tu avais du ressentiment, toi, quand tu étais. Parce que dans le fond, je vais être honnête, là. Je vais te comparer, puis ça n'a rien à voir la comparaison, mais c'est juste l'attachement. Quand on allait au Beaugard, on voulait voir Jean-Pierre Goulet. Quand on va au Michelangelo, on veut voir Nicolas Cortina. Es-tu d'accord? J'aimerais moins cette fois-ci. J'aimerais ça que les jeunes s'attachent. OK, je comprends. S'attachent aux autres. Il y en a des gens qui sont contents de me voir. Alors, je suis là, je fais mon tour le soir, je salue, je donne les mains, puis les gens sont contents. Je sais pas, moi, je suis pas une vedette, mais... Non, mais t'as peu, là. J'ai jasé avec... Ils te l'auront jamais dit, mais moi, j'ai jasé avec tes... Moi, je suis ma mère, je suis une journaliste dans l'âme. J'ai demandé à un moment donné, j'ai dit, ça arrive-tu des gens qui arrivent au Michelangelo et disent, Nicolas, es-tu là? Puis, t'as le droit de être moins là à ton âge. Puis, l'employé dit, non, il n'est pas ici aujourd'hui, il revient de bord. Il va revenir quand t'es là. Ça existe, ça se peut. Tu le crois, hein? Oui, oui. Je sais ça. Maintenant, ils sont habitués aussi à réserver par mon email ou un SMS. Ah oui? Est-ce que en fait, est-ce que tu te fies aux autres pour être moderne, pour suivre ça, ou t'aimes ça? Ben, disons que je participe avec les autres, c'est logique, dans la nouvelle technologie d'aujourd'hui, là, tu sais. Ouais. Facebook, Instagram, puis toutes ces choses-là. OK. Ça. Dis-moi, aujourd'hui, Rocco a 2 restaurants à lui, c'est ça? 3. J'en oublie un, comment ça? La rue Saint-Pierre, oui. Lévis. Lévis, j'oubliais. C'est vrai, Lévis, c'est pas si vieux que ça, mais parce que ça va très bien. Ça va bien, ben ça grossit Lévis en tabarouette. La Rive-Sud. Je n'ai peur, comme un grand. Non, c'est vrai. Puis celui de Miran maintenant. Donc lui, ses affaires. Est-ce que Monia est avec toi au Michelangelo? Monia, il donne un coup de main à moi. En même temps, il donne un coup de main à sa sœur et son frère. Pourquoi? La compagnie, c'est eux autres. Oui, je comprends. Okay? Et il fait les relations publiques. Il s'en occupe. Il travaillante, cette fille-là. Hier, je suis dit, en genoux, pour enlever quelques tâches dans la salle David. Salle David, il y avait un banquet hier. Okay. Il y avait des tâches là, avec une machine pour lever les tâches et un tapis spécial. J'ai dit, fais-le faire à quelqu'un. Elle a dit, non, avant que je demande à quelqu'un, je le fais moi-même. Je n'étais pas tellement content. Il est travaillante, c'est l'enfer. OK. Dis-moi... je me suis orgueilleux aussi. Oui, je crois. Mais Nicolas, on dit de toi que tu es juste mais sévère. On a parlé hier à une de mes employés. La discipline sur le travail, c'est le respect de ton client. Client d'abord. Client d'abord. Tu ne peux pas jouer pendant que les clients sont assis. Tu ne peux pas prendre une bouteille d'eau au bar, boire à la bouteille d'eau pendant que les clients te voient. Ce sont des choses très... De base, très importantes. Je peux faire n'importe quoi caché en arrière. Je ne les empêche pas de boire, je ne les empêche pas de manger, mais pas devant les clients. Les clients, c'est le respect total. Quand les clients sont satisfaits, tu peux faire n'importe quoi en arrière. OK? Mais les clients, il faut que soit avoir une discipline, un savoir-faire noble. T'as appris ça de qui, toi? La façon de faire en restaurant, ce qui doit se faire, ce qui se fait pas? Je suis allé à l'école. T'as eu des à l'école? L'école, mon père, il m'a payé des écoles. J'allais au Salesiani. Avant de manger, on était à la table. On avait le galeteo. Le prêtre, il nous lisait comme se comporter dans la vie. OK. J'ai retenu beaucoup de choses dans ça. Okay. Le respect, faire attention d'écouter les gens, regarder dans les yeux. Toutes ces petites choses, ça s'enseigne à l'école. La bienséance, et à la maison aussi. À la les maison, parents peuvent être... Et mon père était sévère. Wow! Okay. Mon père, quand il me regardait avec les yeux blancs, là, attache-toi, là, parce que c'était choqué, là. Tu sais? Et on a eu une éducation assez importante. Moi, j'ai ma sœur qui a 87, mon frère 83, mon autre sœur 81. T'es le bébé? Je suis le bébé de la famille. C'est vrai. J'ai été gâté un peu. Et puis, encore aujourd'hui, quand j'ai le mois d'octobre, je l'ai passé avec eux,
Ils sont tous en vie, tes frères et sœurs? C'est tout en vie. J'ai juste un frère qui est décédé le mois d'octobre, OK. que c'était un frère adopté. OK. OK. De lait. On appelle le frère de lait, nous autres, en Italie. OK, qui m'a fait la peine. Et puis... Mais vous êtes chanceux d'être encore la fratrie ensemble? Ah oui. Puis vous parlez beaucoup, il n'y a pas de... Tu vois, l'amour que j'ai de mes deux sœurs, c'est pas descriptible. Ma sœur, tout le matin, il m'appelle. Tous les jours? Tous les jours, il y a 87 ans, comme tu stai, comme ça va, et qu'est-ce que tu as besoin? Hey, j'ai dit, Philomena, tu n'as pas besoin de demander ça, j'ai besoin de rien, je suis bien. Mais tout le matin, l'autre sœur qui habite pas loin, il passe. Là, il m'amène l'huile, moi, il m'amène, j'ai fait le poulet, j'ai fait ci, viens manger, etc. Et mon frère, il vient prendre le café avec sa femme tout le matin avec son petit chien, un petit chien comme le tien. Est-ce que tu vas plus en Italie maintenant qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que tu mets plus de temps à retourner en Italie? Oui, parce que j'ai un pied à terre. Oui, maintenant? Un pied à terre, et puis j'aime vivre en Italie. J'aime vivre en Italie. L'air, la calme, la paix. La température est extraordinaire. Oui, mais vous êtes... pas de trafic. Toi, t'es où? T'es-tu au sud de Rome? Je suis au sud de Rome, entre Rome et Naples, à 100 km exact de Rome et à 120 km de Naples. Je suis dans un petit village très tranquille. Est-ce qu'il y a encore des connaissances de tes parents qui sont en vie, que tu vas croiser là-bas? Il doit y en avoir un peu moins. Là. Il y en a beaucoup moins. Oui, je comprends. Mais tu as des amis quand même d'enfance qui sont là? Oui, mais les fils... oui, le fils d'un, la fille de l'autre. J'ai cueilli les olives il y a 3 semaines, lundi. C'était le 20 octobre. J'ai cueilli des olives. Je l'ai amené au frantoio, qui mêle tout ça. C'est Carlo qui me recevait. C'était le fils d'une de mes amies à moi, OK? Alors, tout de suite, il m'a passé avant tout le monde. C'est évident. Il y a un peu de respect, c'est ça le cas. Mais écoute, ça reste la famille. Tu sais, la famille, je sais parce que dans ma famille, maintenant, tu sais que la famille Zikiki est devenue des Siciliens qui sont dans notre famille. Puis quand tu dis appeler tous les jours puis prendre des nouvelles tout le temps, je trouve qu'en tout cas, moi, ça, de temps en temps, pas que je me sens mal, mais ça m'interpelle. Je me dis, mais est-ce qu'on... Tu sais, je vois mes frères et sœurs, mais on est dans la même ville, puis on se voit pas tant. Je trouve ça beau des Italiens de garder un contact constant. Je sais pas que c'est tous les Italiens, mais ça me semble quelque chose qui est propre. Je vais t'expliquer juste une affaire. Oui. Cette année, ma petite fille de 2 ans, ils sont allés avec son mari vivre à la maison en Italie. Mm-hmm. Et ma petite fille de 20 ans, Neva, non, je pars. Tu vas où? M'en va en Italie. Rejoindre. Mais il y a la place. Oui. C'est à eux, faisant de notre. Oui. Okay? J'ai dit, oui, chérie, vas-y. Il m'envoie un message. Le message dit, non, merci pour la maison. Mais surtout, l'amour de la famille qui était supérieur à la maison. Voir les autres, la famille Cortina, ses cousines, etc., l'empressement. C'est toujours la relation humaine qui prend le dessus sur les bâtisses. Les bâtisses sont belles. Les liens, la famille, on se garde. Puis je me rappelle, Rocco avait été très gentil quand j'ai eu mes événements, moi, à la radio, il était venu me dire, il dit, nous autres, la famille, des amis, j'espère que tout le monde est autour de toi pour te soutenir, puis tout, parce qu'il dit, regarde, c'est tellement important, on a appris ça. C'est un des enseignements importants que tu leur as donné. Puis je sais pas si te le dis tout le temps, mais Rocco me dit, moi, malgré qu'on ait eu des prises de bec avec mon père, je retiens beaucoup de ses enseignements. Oui. Mais c'est ça qu'on donne. OK? À nos enfants, il faut donner ça. Oui. Les chemins, ils savent le faire. Je veux revenir 2 secondes parce que c'est quand même... Je veux qu'on patine un peu pour tantôt, mais je veux revenir sur la cave à vin. Parce que quand on lance ça, une cave à vin, tu as construit le restaurant, tu ne pouvais pas présumer qu'elle serait si vaste que ça, j'imagine. Avais-tu une ambition? Mettons, tu as eu combien au plus de bouteilles là-dedans, c'est quoi? Je n'ai encore plus. Non, je n'ai reçu... Tu en achètes encore, là? 90 caisses, je n'ai reçu hier, avant-hier. Mais tu n'achètes encore? Ben oui, j'arrête pas. Je peux pas arrêter. Mais t'en bois-tu autant que t'en achètes? Non, mais c'est pas pour boire, ça, Michelangelo. C'est pour avoir une collection. Et puis, n'oubliez pas, le vin... c'est une richesse. Non, tu n'as pas à me convaincre. Mais je vais expliquer au monde. Oui, vas-y. Vous achetez une caisse de, mettons, Solaya. Aujourd'hui, maintenant, c'est rendu un peu cher. Mais il y a quelques années, ça coûtait pas cher. Disons, mettons, c'est quoi pas cher à l'époque? 250. Pour une bouteille? Oui. Aujourd'hui, la même bouteille, si tu veux en avoir une, c'est $700.
Mais toi, t'en as dans ta cave. Oui, j'en ai plusieurs. Que t'as payé 200-300. Oui, j'ai des Mazetto. J'ai une belle collection de Mazetto. OK? C'est évident que ça, je l'ai payé 450 $ la bouteille à peu près. La dernière, je l'ai acheté à 1036 $ la bouteille. Et celui-là que j'ai acheté à 450, ils m'ont offert 2000. Alors, ça t'arrive-tu d'en vendre? Quelqu'un qui dirait, j'en veux une caisse. Je n'en vends pas. J'ai vendu juste pour faire plaisir à un, tu comprends. Un cadeau. Une faveur à quelqu'un. Non. Même pas? Même pas. Je n'ai pas le droit. Okay. J'ai vendu à quelqu'un qui avait besoin de 12 bouteilles. J'ai fait la facture. Okay, je comprends. Pas à règle d'art. OK? J'ai vendu de bonnes bouteilles. Ben oui. OK? Mais en restaurant, t'en vends, évidemment. Oui, des restaurant, gens qui, tu arrives, il y a des gens qui veulent prendre des cheval blancs, des Pétrus, Château Margaux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est vrai? Je vais te poser la question parce que je sais que tu n'as pas de crainte de dire la vérité. Est-ce que c'est vrai que plus on arrive dans les bouteilles haut, moins le profit est grand. Exemple, quand tu as une bouteille, nous, quand on va au restaurant, un restaurant normal, puis on prend une bouteille qu'on connaît, mettons, je sais pas moi, la créma. Mettons la créma, tu sais qu'elle te coûte, mettons, 25. La SAQ, ils t'en vendent 80. Là, tu fais le prix 3 fois et demi. Non. Mais dans les bouteilles chères, dans les bouteilles chères, on fait 2.2, 2.5. OK, ça va pas à 3-4, là. Non, ça va pas à 3,5, non. Non, ça, OK. Non, pourquoi? C'est 700, 1500, tu sais. La question qu'on se pose toujours quand on voit, parce qu'un des plaisirs que plusieurs ont dans ceux qui nous entendent, quand tu vas dans un bon restaurant, d'un bon hôtel, tu regardes les vins, puis tu vas vers la fin, tu vas voir les plus chers. Puis on se dit tout le temps, ils en vendent-tu? On n'en vend pas beaucoup. Pas tant, hein, c'est ça? Pas tant. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas le vendre tant que ça. OK? Moi, j'ai une cave assez grande. Il n'y a jamais personne qui te dit, Nicolas, arrête d'acheter du vin, baptême, mais ta femme... Avant, je prenais 3 caisses de Sassicaia, maintenant, je l'achète une. J'ai diminué en bouteille. Comme là, il y a le petit Gnanello qui vient de sortir en 2021, c'est 50e anniversaire. Je ne peux pas passer à côté, j'achète. Écoute, les Tignanello ont payé ça 90 pièces, là, on dit à 167. Tu l'achètes. OK, moi, je te pose une question, je connais rien là-dedans, tu vas le voir, là. Je suis un riche homme d'affaires je sais pas, moi, des États-Unis un jour, puis je vais acheter ton restaurant. Est-ce que dans le restaurant, la cave à vin fait partie des... Ça a tellement de valeur. Oui. Ça ferait partie du restaurant. Le terrain, la bâtisse et la cave à vin. C'est ça. Tout serait... donc, ça aurait une valeur très... Ça aurait la valeur actuelle, dans le fond. Mais c'est la valeur actuelle, mais Gilles, entre nous, là, les gens, là, au Québec, c'est le terrain qu'ils veulent. C'est ça. Construire. Oui. 8 étages. 12 étages, 50 portes, étages, 100 portes. 500 portes, 300 portes. Ils ne pensent pas à mon sentiment à l'intérieur de ça. Je comprends. De ma cave, de mon emplacement, etc. Quelqu'un qui voudrait acheter juste financier, il pourrait se casser le nez avec toi. Il faudrait qu'il y ait plus que ça. Ben, disons, il faut qu'il fasse quelque chose, une transformation. Et moi, j'avais un projet avant la pandémie qui aurait fait l'affaire, construire un hôtel par-dessus. OK. Sur ton terrain actuel? Sur ton terrain actuel. Tu avais le droit? Les règlements? J'ai fait les plans, tout est fait, beau. Tout est beau. J'ai les plans, j'ai tout ça. J'ai payé de l'argent pas mal. J'étais associé avec un ami, qu'on a payé ensemble les frais du architecte, etc. La pandémie est arrivée, on a perdu des joueurs. Puis là, on n'a plus rien fait. On aurait fait quelque chose de bon, mais on a regardé toute l'infrastructure à la base. La cave à vin, le restaurant, les salons. Tout ça restait là. Ça faisait déjà une bonne affaire là, pour le restaurant. Dis-moi, il y a eu toutes sortes de hauts et de bas, mais tu sais, dans le fond, le Canadien, c'est plus des hauts, mais quand tu as eu la fameuse commission Bastarache, où le nom du Mécanégelo est sorti plusieurs fois, ça, j'ai l'impression que d'abord, ça a dû t'écœurer pas mal. Non, ça m'a rendu, ça m'a stressé. Oui, stressé. Ça m'a stressé. Ça a-tu paru pas mal dans le chiffre Ça a paru, oui. On a perdu beaucoup de clients, puis les fonctionnaires, etc., qui étaient habitués, le ministère des Revenus venait chez nous, puis ils regardaient mon système de facturation, etc. C'est là qu'ils ont sorti le MEV, en apprenant chez moi comment ça fonctionnait. Mais on a les gens invitaient les gens pour parler. On ne va pas au Michelangelo. On ne va pas au Michelangelo. Pourtant, c'était une place d'affaires. Beaucoup. Hey, moi, tous mes contrats de radio ont été signés là, dans des places privées. Tu sais. C'est des coins privés pour parler, etc. La Bastarache, posons-nous une question. C'est quoi le résultat?
Ça n'a pas changé grand-chose. Non, c'était la nomination des juges. À la base, c'était ça, là. Puis, surveiller la nomination des juges, mais là, il y a eu toutes sortes de... Non, il y a eu, effectivement, c'est à l'époque de monsieur, je pense, M. Bellemare, si je me rappelle bien. Marc Bellemare. Mais, s'il m'aurait demandé à moi que je vivais au Michelangelo, j'aurais raconté l'histoire telle quelle que c'est passé. Un à un dans le bureau, tu y aurais raconté? Non, devant un juge. Ah, OK, tu serais allé, ben oui. Ah, oui. J'aurais expliqué qu'est-ce qui s'est arrivé. Mais seulement que la commission a arrêté. Il voulait continuer. Mais vous êtes relevé de ça, mais ça a été dur. C'était dur un peu. Oui, puis peut-être même la pandémie également. La pandémie, c'était moins dur parce qu'on a eu un commerce en bas qui était ouvert. Okay. Alors avec ça, j'ai travaillé pas mal. Une chose que je veux dire, je ne sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que, de toute façon, la perception, parce que c'est un grand restaurant impressionnant, tout ça, les gens peuvent se dire c'est hors d'atteinte, mais pour y être allé récemment, manger avec Émile, merci, Émile m'a invité, évidemment, nos jeunes sont plus riches que nous autres, et j'ai apprécié, mais je regardais les prix, puis sincèrement, j'ai été étonné. Pas que c'est trop cher, mais tu peux trouver facilement des repas abordables encore aujourd'hui. Puis je sais que tu faisais dans le temps avec M. Arthur les mamans. Fait que je sais que tu as une préoccupation que le grand public puisse venir chez vous. C'est encore vrai qu'il y a des gens qui en profitent, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Mais disons que c'était une activité qui m'a aidé beaucoup, là. Merci, André. J'ai raconté ça aux clients. Dimanche, on a fait un full-time. Tout le monde était là, 159 personnes. Et puis, j'ai raconté l'histoire. Il m'a sauvé des problèmes. Pourquoi? Le mois d'octobre, c'était un bon mois. Le mois de novembre, il mangeait le profit d'octobre. Et j'étais triste. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est lui qui a trouvé la formule de Maman Michelangelo. Oui? C'est une formule d'André. Bon, on va en parler. C'est ça l'aide. OK, je vais en parler parce que tu as eu toutes sortes de périodes de relations avec André Arthur. Amour-haine, mais André Arthur, ça a été un bon client et un bon ami, est-ce que je peux dire ça? C'était un très bon client. Puis, ça veut dire quoi, deux fois par semaine? Ou... il venait souvent. Souvent, OK. Et des fois, tu sais, André, il n'aimait pas que quelqu'un paie sa facture. Hein? C'était l'enfer. Jamais. Hein? Il te massacrait si tu faisais ça. Moi, j'ai connu André en 1973. Comment? À la radio, moi, j'étais président de l'Association des Italiens de Québec. Oui. Et je faisais un levée de fonds pour un tremblement de terre en Italie. Mm-hmm. Puis lui, à la radio, il dit, ils sont tous des voleurs, ces Italiens-là. Oh! Alors, je pars, on va sur le chemin Sainte-Foy. Tu prends ton char, tu y vas? Je vais, je connais pas. Mais il m'a traité de voleur. Je sonne, je dis, je vais te rencontrer. Et c'est il a ouvert le micro? Il a ouvert le micro, il m'a fait parler. Et j'ai expliqué qu'est-ce qu'on faisait. Et de là, on a commencé la relation. Il y a un respect qui s'est installé. C'est installé. C'est-tu devenu un ami? C'est devenu un ami. Confident? Confident. Lui se confiait avec moi. Moi, je me confiais avec lui. Il était aussi un très bon conseiller pour mes enfants aussi. Et moi, pour le sien. OK. Non, est-ce qu'il y a encore... Mettons avec son fils. René. René? Oui. J'ai lu un podcast, René, j'ai adoré ça, puis le public a été aussi content parce que il y a juste lui qui pouvait nous parler des dernières heures, les derniers mois de son père. Parce que moi, j'ai posé des questions, puis et j'ai trouvé ça... Il ne nous a fait pas savoir qu'il était malade. Il voulait même pas moi. J'étais juste aux funérailles. On était très intimes. Mais tu sais, tu connais le moineau en parlant de M. Arthur, mais il me disait que quand à la fin, tu sais, il était rendu au bout, là, et à un moment donné, il y a comme des médicaments qu'il te donnent parce que tu sais que tu vas perdre, tu vas partir. Fait que, sans dire que c'est l'aide médicale à mourir, ça ressemble à ça, t'es rendu, t'as plus de possibilités. Puis, avant qu'il donne, il dit, René, on était autour de lui, ses filles, tous les gens proches, sa fille. Pascal. Donc, ils ont dit, il a comme dit, genre de 3, 2, 1, bye. Mais tu sais, vraiment, à l'André, c'est impossible. Il dit, on pouvait pas imaginer qu'il dirait quelque chose de normal. Puis il est arrivé, OK, bye. Puis ça a fini de même. Il dit, ça a fini comme ça. Il dit, mais en même temps, je trouvais que ça représentait bien ce qu'était mon père. C'est sa façon d'être. Il voulait faire comme ça. Oui, exactement. OK. Dis-moi... Je veux parler un peu du Michelangelo qui a été, à l'époque des Nordiques, il me semble qu'il y avait des joueurs, les vedettes, J'ai tous les photos des joueurs. Non, je sais, mais il allait manger chez vous. Mais non, on faisait une partie chaque année, en décembre. Avec la famille ou... Non, avec les joueurs. Okay. Non, mais et leur famille ou juste les joueurs? Ils venaient après ça. Les Peter, blondes, n'importe quoi. Tout le monde, deux Pichette, à l'un côté, tout ce monde-là, Mario Marois, et puis était client du Michelangelo. Puis chaque fois, à Noël, je faisais une partie de Noël.
Pour les joueurs des Nordiques. Oui, qui venaient, tous les joueurs, ils me payaient à Noël. OK. Puis après ça, moi, je leur ai invité juste les joueurs pour un dîner, là. OK. Que Deo Pichette il organisait, Mario Marois, etc. Et puis on prenait une photo d'ensemble. J'ai toutes les photos dans mon sous-sol des joueurs. Tu peux voir tout le... À quoi, si t'écrivais un livre avec tout ce que t'as entendu dans le restaurant, il serait épais comme ça, là. J'ai une encyclopédie. C'est probablement que la plus grande force, c'est de pas parler, justement. Non, c'est... Le respect? C'est une vie privée. Tu sais, les gens, ils viennent, tu es au courant de beaucoup de choses. Pourquoi le publicité? Non, c'est pas intéressant. Non, mais d'ailleurs, les gens s'attendent à ce respect-là. C'est ça. Ils savent que chez nous... Est-ce qu'aujourd'hui, sachant comment ça se passe en restauration, tu relancerais un restaurant comme ça ou... Non. Non, impossible. Parce que ça a changé en restauration, c'est plus comme avant. Le prix des produits, c'est l'enfer. Ben, toi, tu le sais parce que tu as traversé toutes ces années-là, puis la proportion de ce que ça te coûte pour faire à manger, c'est fou, là. Ben, c'est moi qui fais les achats depuis que j'ai commencé. Toujours, encore aujourd'hui, je sais tous les prix du marché. OK. La main-d'œuvre. Les taxes. Parlons de taxes. Beaucoup de commerces sont obligés de fermer. À cause des taxes, entre autres? À cause des taxes. Taxes municipales? Municipales, taxes de vidange, taxes d'eau. Taxe d'alarme. Ton alarme, il part, c'est 400 $. C'est une taxe, ça aussi, là. Camouflé. C'est évident que tu peux pas. Moi, je suis pris dans cet engrenage-là. T'es dedans, là, c'est ça que tu dis. Mais si t'avais recommencé, tu le ferais pas. Mais si j'étais à loyer, ça fait longtemps que j'aurais fermé. Je suis propriétaire de tout. Si je ferme, je nuis à ma compagnie de location. Donc, tu es en train un peu de nous expliquer que ceux qui sont là depuis assez longtemps, puis qui sont propriétaires de leur bâtisse, qui ont peut-être des apparts, c'est eux autres qui, entre guillemets, qui peuvent s'en sortir, puis sont à côté sur de l'équité, c'est ça? C'est ça. Puis, ceux-là qui s'en passent, ceux-là qui ont des contrats péage volé, là, tu sais, payent le mois de novembre, c'est plus tranquille, payent moins de loyer. Il faut les aider. Tu sais, les restaurations, là, la marge du profit est très bas. OK? Et quand tu commences un mois, mettons, là, tu vas commencer décembre. 1er décembre, on fait des blagues, mais quand tu rouvres, juste ouvrir le restaurant pour un mois, ça coûte cher, là. Alors, moi, moi, j'ai fait, en ouvrant la porte le matin, c'est 1250 $. Chaque jour? Chaque jour. Fais les calculs, 365 jours. Les dépenses fixes. L'Hydro-Québec, c'est pas donné. Gaz Intercité, c'est pas donné. Assurance. Puis il n'y a pas un employé qui va rentrer dans ton bureau pour dire « j'aimerais gagner moins ». Mais ils viennent, j'essaie de les rendre heureux, mais c'est normal, ils font leur vie, tu sais, ils ont leur famille. Je dis, dis-moi qu'est-ce que tu veux, est-ce que je peux te le donner, qu'est-ce que tu me demandes? Je parle avec eux. OK, j'ai une bonne relation avec mon personnel. Et la neige, les fleurs, ajoute tout ça. Les réparations. Il y a tout le temps de quoi te briser, hein, c'est sûr? Non, je te donne un exemple. La rentrée d'eau. J'ai construit le restaurant en 1992. 93, l'ouverture. Oui. Il y avait une entrée d'eau. À un certain moment donné, arrive l'inspecteur, il faut que tu changes toute l'entrée d'eau. Hein? Ça coûtait 22 000 pièces. Creuser, changer de tuyau. Non, c'est juste la tuyauterie intérieure. Ah, la tuyauterie intérieure. Pourquoi? Pour mettre un compteur de je sais pas quoi, d'impression. Mais je dis pourquoi? Une taxe? Une taxe de plus pour Je sais pas, c'est une taxe, mais 22 000 $ ça m'a coûté. Pas une scène. Et obligé, pourquoi? Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait amendé. Alors, tu n'as plus le pouvoir absolu. Es-tu arrivé un moment, Nicolas Cortina, dans ta vie, où tu es arrivé dans ton auto, tu t'es dit, je pense que je vais fermer le restaurant. Je pense que je vais tout fermer ça. Je t'ai écœuré. As-tu déjà pensé? T'es jamais rendu au bord du précipice même? Non, ça m'est jamais arrivé, mais choqué, oui. Choqué, pourquoi des choses... Frustré, mettons? Tu sais, j'ai eu beaucoup de petits problèmes par des niaiseries. La commission de la SAC, comment ça s'appelait, là? Ils ont trouvé une bouteille sans timbre sous 30 000 bouteilles. Ils m'ont fait une amende de 1250 $. Oh! Tu n'avais rien à faire, tu ne pouvais pas te... Mais j'ai démontré, j'ai dit, regarde, j'ai 6 bouteilles achetées de cette facture, il y en a 5 timbrées, puis là, j'ai des statues surveillées qui ont des timbres sur les bouteilles.
1250 Non, ça, c'est dollars. complètement ridicule. C'est frustrant, tabarou. Moi, j'aurais été frustré. Parce que c'est... La MAPAC. Ça, c'est OK. l'hygiène, c'est ça? C'est l'hygiène? Ça, je suis d'accord avec eux. Il faut que ça Seulement soit... qu'il faut raisonner peut-être. Moi, je n'ai pas aimé certaines choses. Ils viennent le mois d'août, ils regardent, je fais ce qu'ils m'avaient dit, il y avait des choses à faire. changer, bon, oui. Corriger, il faut les corriger, je les corrige. Ils reviennent le mois d'octobre, toutes les choses, parfait. Là, il va voir les lasers avec une lumière, avec un morceau de viande qui est resté. Et là, j'ai dit, là, exagère pas, j'ai dit, là, sacre ton camp avant que je te frappe. Et puis là, j'ai eu des problèmes. C'est des menaces. Mais dis-moi, c'est en terminant, quand tu penses à ça, parce que tu n'as pas fini, tu continues à travailler, puis tu as même des activités en Italie, ça te garde jeune, je pense. Mais de quoi tu es le plus fier? De nom. Le nom. Le nom? Non. Gilles, ton nom, il est bon aussi. Gilles Parent est aimé. Tu sais, moi, je suis dans le public. Oui. OK? Oui, c'est ça. Oui. Je fréquente beaucoup ton fils, que j'adore, et que c'est un homme d'affaires qui embrosse. Tu sais, ça, c'est une fierté. Oui. OK? La passion. Puis c'est le fun d'avoir des passionnés. Puis je trouve ça plate pour la génération des jeunes. Nicolas, je ne sais pas si tu es d'accord. On met souvent tout dans le même panier en disant qu'ils ne sont pas vaillants, qu'ils ne travaillent pas. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai. C'est ton fils, c'est un parent. Sa compagnie, c'est H2 Pro. Mais en arrière de H2 Pro, c'est qui y a? Il y a un nom. Il y a un nom. Et d'autres, évidemment, il y a d'autres mondes, c'est ça. Il y a Michelangelo, il y a Nicolas Cortina, Daniel Matto, il y a Rocco, maintenant c'est Monia, OK, etc. C'est évident, c'est le nom qui est plus important Je suis d'accord que avec d'autres choses. Et tu sais que les grands qui sont économistes ou des gens des grands investisseurs vont dire souvent, on investit d'abord qui mène la business. Le nom, les noms derrière, qui sont les gestionnaires. Des personnes. Mais ce que tu me dis, c'est ça. C'est pas une bâtisse, c'est pas un nom de restaurant, c'est le nom. C'est la personne qui dirige. C'est l'impression que j'ai une compagnie, sous le bilan, il fait des profits. OK? S'il fait des profits, la personne qui dirige, il fait faire des profits. Alors, garde-les, elle. Oui. Pourquoi tu mets une autre personne? C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui achètent des entreprises puis qui font pas la transition puis qui disent « j'ai pas besoin de vous », souvent ils se plantent. C'est ça. Et puis, il y en a plusieurs. Merci beaucoup d'être passé. Rien, Gilles. Grazie Ça a te. fait plaisir. Ça fait un grand plaisir, OK? On se revoit, on se reparle. Oui, salut. Okay? Salut, Bye-bye. Nicolas.